Du coup, on se retrouve pour un dernier épisode de la série gentiment réalisée par Roxy sur l'économie autrichienne. Donc, dans le premier épisode, on avait parlé de la théorie de la valeur chez les Autrichiens et comment elle s'opposait à la théorie de la valeur dans les autres écoles économiques. Puis on avait utilisé ça pour mieux comprendre l'institution monétaire, comment est-ce que les Autrichiens pensaient l'institution monétaire et pourquoi finalement ils sont très proches de la pensée qui a donné naissance à Bitcoin. Dans le troisième épisode de la série, on avait ensuite parlé des cycles économiques autrichiens et donc pourquoi les manipulations de prix, et notamment les manipulations de taux d'intérêt, donnaient lieu à des crises dans le capitalisme. Et du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas non plus un phénomène complètement inévitable et de source externe, mais un phénomène endogène bien créé par les banques centrales et le fiat. Et dans la quatrième partie, on avait parlé finalement de l'idée sous-jacente à ce résultat-là, dont la théorie des cycles n'est qu'un corollaire, qui est l'impossibilité du calcul économique en régime socialiste, qui, encore une fois, dit que, pour le redire très schématiquement, lorsqu'on bloque des prix, on détruit de l'information qui va empêcher une allocation efficiente des ressources, et donc on va obtenir des résultats sous-optimaux qui se traduisent en général par des surabondances de biens dont on n'a pas besoin, des pénuries de biens dont on a besoin, et souvent des catastrophes humaines un peu regrettables. Du coup, j'aurais peut-être dû commencer cette série par parler de la méthodologie de l'école autrichienne parce que c'est ce qui la différencie le plus des autres écoles. Néanmoins, comme c'est un sujet presque philosophique et un petit peu indigeste, on s'est dit que ce serait bien de terminer la série plutôt par là. Et du coup, c'est de ça dont on va essayer de parler aujourd'hui. Donc quand on parle de méthodologie en économie, c'est comme dans les autres sciences, c'est-à-dire finalement les règles que l'on va suivre pour essayer de se rapprocher de la vérité et comment est-ce qu'on va définir les critères par lesquels on va invalider des lois, valider des lois ou procéder à une réflexion de manière générale. Dans la plupart des écoles de la pensée économique, que ce soit les marxistes, que ce soit les keynésiens, les monétaristes, etc., on adopte une méthodologie qu'on dit positiviste. Donc la méthodologie positiviste, ça fait référence au fait que les lois, ou plutôt les relations qu'on essaye de déceler entre les phénomènes, découlent de données empiriques. Donc on va regarder des statistiques, on va regarder des phénomènes historiques, et puis en analysant ces données, en analysant ces événements, on va dire par exemple le phénomène A cause le phénomène B. Par exemple, l'augmentation du prix de l'énergie cause le chômage. L'augmentation des taux d'intérêt cause je ne sais quoi d'autre. Et donc c'est plutôt une méthode que d'habitude on retrouve dans les sciences physiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, un biologiste ou un physicien, il va effectivement observer des phénomènes, regarder le ciel, récupérer des données, évaluer et regarder l'évolution des végétaux, des plantes, le comportement des animaux. Et à partir de ces observations-là, il va formuler une hypothèse. Et ensuite, il va imaginer une expérience qui va pouvoir infirmer une hypothèse ou la valider, tout du moins temporairement. Je dis bien temporairement parce que le fait qu'on ait une hypothèse qui se conforme aux faits ne veut pas forcément dire qu'elle est absolument juste, mais probablement qu'elle explique plus que l'hypothèse précédente qu'on avait, que la loi précédente qu'on avait. Et donc, on va retenir celle qui explique le mieux les données et continuer à essayer d'expliquer les choses à partir de cette hypothèse-là, à partir de ces lois-là, jusqu'à ce qu'on en trouve une qui rende compte des phénomènes avec encore plus de précision. L'exemple un peu courant qu'on utilise en général, c'est la révolution physique qui a été amenée par Einstein. Donc au XVIIIe siècle, on a Newton qui, dans les principes Principia de Mathematica, j'ai oublié le nom traduit du latin, qui donne les bases de la physique mécanique. Donc comment est-ce qu'on calcule la trajectoire d'un objet lancé, comment est-ce qu'on peut calculer la trajectoire des astres dans le ciel en rendant compte de leur force. Et tout ça, ça marche très bien. On utilise ça pendant 200 ans pour faire des calculs de balistique, pour faire des calculs de trajectoire, pour faire des calculs physiques, pour appuyer le développement de la mécanique, et ça fonctionne dans quasiment tous les cas à peu près parfaitement. Néanmoins, sur certains phénomènes, comme par exemple l'observation des astres lointains et la prédiction de leurs mouvements, on a des petites imprécisions, et du coup, il y a certaines personnes qui peuvent être amenées à penser que ce n'est pas une théorie qui est complètement parfaite et qui explique tous les phénomènes. Et c'est notamment le cas d'un homme qui travaille à l'Office des brevets à Berne
et qui cherche une théorie qui permettrait finalement de pallier les insuffisances de la mécanique newtonienne. Donc cet homme, c'est Albert Einstein, et il propose d'abord la relativité restreinte, puis la relativité générale. Et la manière dont sa théorie a été testée, c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, il pose la relativité générale quelques années avant, et pour essayer de valider sa théorie, il observe les mouvements de Mercure dans le ciel, et les observations sont plus précises, les observations que l'on a sont mieux expliquées, sont mieux prévues par les calculs faits par les formules d'Einstein que celles de Newton. Ensuite, on fait plein d'autres calculs sur plein d'autres phénomènes du même genre et on se rend compte que les formules d'Einstein donnent de meilleurs résultats que celles de Newton. Et donc, de cette manière-là, on supplante d'une certaine manière la mécanique newtonienne par la relativité générale et par ce mouvement d'observation, de confrontation aux lois qui ont été devisées et est-ce que la prédiction est conforme aux observations, on avance incrémentalement vers des lois qui sont de plus en plus vraies, sans l'être forcément jamais absolument, car, comme vous le savez probablement, il y a encore aujourd'hui des phénomènes physiques que l'on ne parvient pas à expliquer par la relativité, et ce qui explique que plein de gens cherchent une théorie du tout, ou tout du moins une théorie physique unifiée qui permettrait aussi d'expliquer d'autres phénomènes que la relativité n'existe pas. Donc ça, c'est la méthode positiviste. Et du coup, les Autrichiens, eux, dès la fondation de leur école, disent en sciences sociales de manière générale, et donc en économie, on ne peut pas travailler comme ça. Le raisonnement qu'il y a derrière cet énoncé-là consiste à dire que quand on fait, par exemple, une expérience physique, on peut isoler des variables, on peut reproduire un phénomène, isoler ses facteurs et du coup reproduire une expérience de laboratoire en contrôlant un peu ce qui se passe pour pouvoir tester les hypothèses qu'on a fait justement. Quand on traite de phénomènes sociaux, on ne peut pas faire ça parce que chaque moment dans l'histoire est unique. Si par exemple, j'émets l'hypothèse que l'augmentation du prix de l'énergie cause le chômage, à chaque fois que je vais essayer de vérifier ça par des observations, je vais regarder une situation précise, dans un contexte précis, dans un pays précis, avec une multitude de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et parce que ce n'est pas une expérience de laboratoire, parce qu'il y a des humains qui prennent des décisions dedans, je ne peux pas reproduire cette expérience-là. Le fait même d'ailleurs d'avoir connaissance de l'expérience fait que la situation que l'on regardait dans le passé ne peut pas exister dans le futur. Et donc, du coup, quand je vais observer par exemple les années 70 ou les années 40 qui sont des périodes d'inflation et regarder quelles sont les autres variables par exemple qui me permettent d'expliquer ce phénomène, c'est pas parce que je vais observer une corrélation entre ces deux variables que ça va m'indiquer nécessairement qu'il y a une relation entre ces deux phénomènes. Éventuellement, ça peut m'indiquer qu'il y a probablement une relation entre ces deux phénomènes, mais ça ne permet pas vraiment de le prouver, notamment parce que je ne vais pas pouvoir créer une expérience où demain, je vais créer une économie fictive, une économie de laboratoire, dans laquelle, par exemple, je vais faire augmenter les prix de l'énergie pour voir s'il y a du chômage. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, en revanche, quand Descartes essaye d'expliquer les phénomènes autour de la lumière, lui, il peut faire des expériences de laboratoire pour regarder ce qui se passe dans les phénomènes de diffraction de la lumière. Idem, lorsque Newton pose ses lois physiques, il peut faire des expériences de laboratoire pour les vérifier. Idem pour Einstein avec l'observation des cycles de Mercure, etc., etc. En économie et en sciences sociales de manière générale, on ne peut pas faire ça. Et du coup, les Autrichiens, d'abord avec Menger et ensuite notamment avec Mises, qui va beaucoup raffiner ce raisonnement et beaucoup s'intéresser de manière très philosophique, très épistémologique, on dit. Donc l'épistémologie, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse aux sciences. Il va beaucoup raffiner ce raisonnement pour essayer de se poser la question de savoir finalement, puisqu'on ne peut pas avoir une méthode positiviste pour les raisons que j'ai évoquées avant, comment est-ce qu'on devrait réfléchir en sciences sociales ? Et comme d'autres personnes avant lui, puisque les Autrichiens ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir eu cette perception du fait qu'on ne pouvait pas utiliser les méthodes qui prévalaient dans les sciences dures, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'habitude plutôt les sciences physiques, pour étudier les sciences sociales. Du coup, Mises et d'autres gens comme lui, comme par exemple Bergson ou Jacques Rueff, qui est un économiste français du XXe siècle, vont se dire qu'il faut en passer par une autre méthodologie. Et du coup, ce que propose Mises à la place de la méthode positiviste, c'est ce qu'on appelle une méthode a prioriste ou axiomatico-déductive. Alors, c'est des mots qui font peur, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, au lieu de partir d'observations pour dériver des lois, on va partir de ce qu'on appelle d'axiomes, c'est-à-dire de propositions
fondamentales qui sont aussi peu nombreuses que possible et aussi évidentes que possible. Vous les avez peut-être déjà rencontrées, par exemple, dans l'étude des mathématiques. Les mathématiques, comme la philosophie par ailleurs, sont des sciences, des domaines d'études qui ont une méthode axiomatico-déductive, c'est-à-dire qu'on commence par poser des axiomes. Par exemple, dans la géométrie qu'on dit euclidienne, donc sur des surfaces planes, on a tous vu à l'école qu'on part du principe que par 2 points, il ne passe qu'une seule droite, par exemple. Ça, c'est le premier axiome d'Euclide. Et c'est quelque chose qu'on cherche rarement à essayer de démontrer, parce que quand on est dans le plan, quand on est dans le cadre d'une feuille de papier, on se rend bien compte que c'est effectivement complètement impossible de faire passer plusieurs droites par 2 points. Donc, on ne va pas essayer de redémontrer ça. On va vraiment en partir de ce postulat-là, le prendre comme base, et à partir de cet axiome plus 1, 2 ou 3 autres axiomes tout aussi évidents, on va raisonner par les règles de la logique pure et essayer de dériver des énoncés supérieurs, des propriétés qui nous renseignent encore plus sur les phénomènes, là en l'occurrence géométriques, comme par exemple le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, qui en fait découlent en ligne directe des axiomes d'Euclide. Si vous changez votre set d'axiomes, par exemple quand on fait de la géométrie, non pas dans le plan, mais en 3D, on va avoir des sets d'axiomes un peu différents et on va obtenir des propriétés différentes. En philosophie, c'est souvent de la même manière qu'on raisonne, et du coup, Mises et les Autrichiens proposent qu'on fasse la même chose en économie. Tout simplement parce que pour eux, c'est exactement le même procédé intellectuel qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que pour m'assurer que la somme des angles d'un triangle fait bien 180 degrés, je ne vais pas aller comme un fou, avec une équerre et un rapporteur, mesurer tous les triangles que je peux dessiner ou tous les triangles que je vais trouver dans le monde, jusqu'à ce que je dise, voilà, je n'ai jamais trouvé un triangle dont la somme des angles ne fait pas 180 degrés, donc je pars du principe que c'est vrai. Non, ce que je fais pour ça, c'est que je me base sur les règles de la logique, sur des axiomes, et du coup j'en déduis que nécessairement, si l'axiome de base est vrai, sa conclusion est aussi vraie. En l'occurrence, en économie, la manière dont ça s'articule, ça consiste à dire, on va prendre, pareil, un set minimal d'axiomes, du type, par exemple, les individus ont des préférences temporelles positives. Ça, c'est un axiome qui est très utilisé par les Autrichiens, et qui revient tout simplement à dire que, toute chose égale par ailleurs, si on me propose d'avoir un bien aujourd'hui ou le même bien demain, je vais préférer l'avoir aujourd'hui. Pourquoi ça? Tout simplement parce que j'ai une vie finie et parce que le futur est incertain, je préfère avoir la certitude d'avoir quelque chose aujourd'hui dont je vais pouvoir avoir la disposition pendant plus longtemps, la jouissance pendant plus longtemps, que de l'avoir demain, avec le risque que peut-être demain je ne sois plus vivant, que mes conditions aient changé, qu'entre-temps, je n'ai pas pu avoir la jouissance de ce bien, etc., etc. Donc, vous pouvez en général vous rendre compte des axiomes qu'on utilise en économie autrichienne et vous pouvez les tester par rapport à votre sentiment, votre réalité tangible, ce qui se passe à l'intérieur de vous. En général, c'est des axiomes qui sont tellement évidents qu'on ne chercherait même pas à les démontrer parce que ce serait remettre en question la manière dont on fonctionne dans la vie de tous les jours et ce serait absolument pas cohérent. Et donc, pour revenir à nos moutons, à partir de ce set d'axiomes minimal, on va ensuite, comme en mathématiques, utiliser les règles de la logique pour essayer de dériver des énoncés d'ordre supérieur, des énoncés qui nous renseignent un peu plus sur la manière dont vont fonctionner les phénomènes économiques. Les résultats dont on a parlé dans les 4 premiers épisodes de cette série, par exemple le fait que les crises soient un phénomène endogène du capitalisme créé par un déséquilibre entre l'épargne et l'investissement, lui-même causé par une manipulation artificielle des taux d'intérêt, ça en fait procède d'un raisonnement axiomatico-déductif, donc selon la méthode qu'on vient juste de décrire, à partir de quelques axiomes de base du type effectivement les individus ont des préférences temporelles positives. Si on leur propose de détenir du cash, de prêter du cash à quelqu'un, ils vont en général demander un taux d'intérêt positif pour être compensés par le risque que ça suppose par la perte de jouissance qu'ils vont avoir de leur balance monétaire pendant un certain temps. Et donc, en général, ce que je veux dire, c'est que si vous prêtez 100 à quelqu'un, vous allez demander peut-être 102, peut-être 103, peut-être 104. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ces relations de valorisation, elles sont subjectives. Donc par exemple, peut-être que moi, dans mon contexte particulier, dans une situation particulière et à une personne particulière, si je lui prête 100 Satoshi, je vais peut-être demander 102. Si mon voisin prête 100 Satoshi, il va peut-être demander 103, tout simplement parce qu'il n'a pas la même appréciation du risque, il n'a pas la même appréciation de ce à quoi il renonce en transférant ses Satoshi, et donc il va avoir un jugement subjectif sur l'apport de valeur qu'il fait et le sacrifice de valeur qu'il fait, ce qu'on appelle en général en économie un coût d'opportunité, et donc il ne va pas forcément demander le même taux d'intérêt. En
déroulant encore ce raisonnement, on arrive à comprendre à quoi servent les prix, ce dont on avait parlé dans le premier et dans le deuxième épisode, c'est-à-dire finalement à permettre à ce que des individus qui ont des informations partielles puissent s'organiser de manière rationnelle, même quand ils n'ont pas connaissance de tous les phénomènes, de tout ce qui se passe dans le monde. À partir de là, on comprend à quoi servent les prix. À partir de là, on comprend comment s'équilibre un marché entre l'offre et la demande. Et à partir de là, les Autrichiens nous expliquent, bah oui, le taux d'intérêt, c'est pas un truc anodin, c'est pas un truc qui est juste fixé par fiat, par les banquiers centraux, quand ça les arrange pour atteindre des buts politiques. C'est vraiment un prix qui va servir à équilibrer deux choses sur un marché, c'est-à-dire une offre de capital et une demande de capital, donc d'un côté l'épargne et de l'autre côté l'investissement. D'un côté les épargnants, et ce à quoi ils sont prêts à renoncer pendant une période donnée pour pouvoir donner des moyens à des entrepreneurs qui vont avec ça créer des gains en productivité, des entreprises, embaucher des gens, créer des produits et quelque part faire avancer notre économie. Et donc les Autrichiens, par exemple, dans leur raisonnement sur les cycles économiques, nous disent si vous déséquilibrez ce marché-là, si vous fixez arbitrairement le taux d'intérêt, eh bien, finalement, vous allez nécessairement arriver au résultat que les entrepreneurs vont, par exemple, créer beaucoup plus de biens futurs qu'il n'y a de demande future pour ces biens-là, parce que cette demande future, elle est nécessairement le résultat d'une épargne présente. Et donc, vous allez, à partir de ces axiomes de base, donc on vient de citer, de préférence temporelle, de subjectivité de la valeur, etc., etc., vous allez directement arriver, par conséquence logique, aux différents résultats dont on a parlé dans cette série, comme la théorie des cycles économiques autrichienne, comme l'impossibilité du calcul en régime socialiste, de la même manière qu'à partir des axiomes d'Euclide en géométrie plane, on arrive directement au théorème de Thalès et au théorème de Pythagore. Et donc, cette méthodologie axiomatico-déductive différencie complètement les Autrichiens des autres écoles économiques, au même titre que la subjectivité de la valeur les différencie complètement. Et c'est ce qui fait en général qu'ils ne sont pas très copains avec les autres écoles d'économie et qu'en général, ils arrivent rarement à débattre de bonne foi et avoir des discussions très constructives et qui mènent très loin parce qu'à la base, on regarde juste pas les phénomènes de la même manière, on n'utilise pas les mêmes méthodes. Et donc, souvent, vous allez voir, si vous assistez à un débat entre, par exemple, un keynésien et un Autrichien qui va raisonner en vous disant si on arrive à se mettre d'accord sur cet axiome, c'est-à-dire, encore une fois, par exemple, que la valeur est subjective, que nous avons des préférences temporelles positives qui sont différentes d'un individu à l'autre, etc., etc., il en découle nécessairement que. Donc, si par exemple, votre banquier central fait ça, au bout de la chaîne, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ce genre de phénomène va avoir lieu. A l'inverse, la plupart des économistes keynésiens ou même monétaristes et issus d'autres écoles, en général, vont eux plutôt dire parce que dans les années 70, il s'est passé ça, les banquiers centraux ont fait ça, eh bien je sais que par exemple, je peux créer de la monnaie sans que ça cause de l'inflation. Et quelque part, l'erreur qu'il y a dans ce raisonnement-là, ça consiste à dire que ce qui se passe par exemple en 2020, c'est exactement ce qui se passe en 1970. Si je rapproche un peu ce raisonnement de ce qui se passe actuellement, si l'on écoute par exemple les défenseurs de ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, MMT en anglais, ces gens-là vous disent depuis 2008, on a fait du quantitative easing, on n'a pas arrêté d'imprimer de la monnaie, et pourtant il n'y a pas eu d'inflation. Et donc ils utilisent cette donnée empirique pour dériver une loi générale et dire, vous voyez, quand on croit qu'en créant de la monnaie, on crée nécessairement de l'inflation, en fait, on se trompe. Parce que la preuve, c'est ce qui s'est passé entre 2008 et 2019, par exemple. Et donc, vos théories sont fausses. Donc, on va préconiser aux banquiers centraux et aux pouvoirs politiques en place, par exemple, d'imprimer plus de monnaie pour atteindre certains objectifs politiques, comme lutter contre le chômage, essayer de créer de la croissance, etc., etc. Et du coup, ce défenseur hypothétique de l'économie monétaire moderne, de la théorie monétaire moderne, si vous le mettez dans une pièce avec un Autrichien, en fait, ils vont juste même pas parler la même langue quasiment. Ils vont pas du tout se mettre d'accord sur le critère qu'on doit retenir pour déterminer si une loi économique est valide ou non. D'un côté, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir faire ce que les Américains appellent du cherry picking, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dire « Tiens, je peux trouver un épisode dans l'histoire où ce que je décris a l'air d'être validé dans les faits ». Surtout, en général, ce n'est pas forcément très juste parce que quand on fait ce genre de raccourci, on élimine toujours des variables, on met toujours des faits de côté.
faut bien voir que c'est impossible de capturer la totalité de la complexité d'un phénomène social, surtout à l'échelle macro. Et donc, on peut même dire que faire un focus comme ça sur juste certaines variables et les isoler et dire qu'il y a nécessairement une relation entre les deux, c'est pas très comment dire, scientifique, c'est pas très rigoureux comme manière de faire. De l'autre côté, un économiste autrichien va vous dire bah non, tu peux pas faire ça en fait. Et de la même manière, je pourrais t'opposer qu'il y a d'autres périodes dans l'histoire où on a créé de la monnaie et il y a eu de l'inflation. Donc pourquoi est-ce que je devrais croire que ce que tu me dis là est une preuve que la création monétaire ne va pas forcément causer d'inflation sur les prix? Et il va vous dire plutôt, moi je sais que je ne peux pas reproduire les conditions des années 70, je sais que je ne peux pas comprendre quel est l'impact de chacune des variables qui déterminent l'état du monde à cette époque-là. Donc tout ce que je peux faire, c'est dire, je sais un certain nombre de choses, qui sont encore une fois des axiomes, parce qu'on va forcément logiquement tomber d'accord là-dessus. On pourrait même raisonner par l'absurde et montrer que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord là-dessus, bah, la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est pas la même. Et donc, ce serait même pas possible d'avoir une discussion de bonne foi si on ne se mettait pas d'accord sur ces choses-là. Donc, on peut garder ces axiomes comme vrais, au moins pour le raisonnement qu'on va tenir. Et du coup, je vais dériver un certain nombre de lois. Ce qui, en général, veut aussi dire que à la fin de la journée, je vais en arriver tout le temps au résultat que je ne peux pas faire des prédictions très précises sur l'avenir. Je ne peux pas te dire quel va être le taux de croissance du PIB en 2028. Je ne peux pas te dire exactement quand une crise va arriver, etc., etc. Par contre, je peux faire des prédictions assez générales et qualitatives sur les phénomènes, du style de celles que j'ai données avant dans l'épisode 3 avec la théorie des cycles économiques, qui est encore une fois que si je fais plus d'investissements qu'il n'y a d'épargne réelle, au bout d'un moment, soit on ne peut pas finir les investissements, soit les consommateurs n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour acheter les produits qui ont été fabriqués. Et donc, on va forcément avoir une baisse des prix qui, en général, va se traduire par des faillites et donc par une crise économique. Du coup, je sais que on n'est même plus dans le royaume de l'économie, on est quasiment un étage au-dessus, c'est-à-dire dans finalement la philosophie et même la philosophie des sciences, et on essaye de répondre à la question finalement quelle doit être la méthode adéquate pour penser en économie et même a fortiori en sciences sociales. Mais c'est une bonne chose à garder en tête quand vous investiguez dans l'économie autrichienne et dans l'économie en général, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'économistes ne s'attachent pas à dire, mais c'est pourtant une question assez importante de se dire finalement, le livre que je lis là ou la personne que j'écoute là, quand elle m'avance des résultats, par quelle méthode elle procède? Est-ce que finalement derrière toutes ces équations mathématiques, derrière toutes ces statistiques, derrière toute cette prétention de science, ce que Hayek appelait du scientisme, est-ce qu'il y a vraiment un raisonnement logique? Est-ce qu'il y a vraiment une méthodologie qui est valable pour répondre à la question qu'on est en train de se poser là? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Je ne vais pas forcément vous convaincre de ça et je vous laisse à vous la possibilité de vous faire votre propre opinion. Et du coup, si jamais ce qu'on a dit durant les épisodes précédents sur, encore une fois, la valeur, la monnaie, les cycles économiques, le calcul économique en régime socialiste et en régime capitaliste, et encore une fois, cette méthodologie vous parle, je vous invite à vous intéresser un peu plus en avant sur le sujet. Et pour ça, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de sources qui vont vous permettre d'investiguer ces questions dans plus de détails, et peut-être auprès d'interlocuteurs qui vont mieux vulgariser la chose que moi et même apporter plus d'exemples dans tous ces résultats-là. En premier lieu, je vous dirigerai vers le Mises Institute. Donc c'est un institut dans le sud-est des États-Unis. Je crois que c'est en Virginie, il me semble, je ne suis pas sûr. Mais surtout, ils ont un site internet qui est mises.com, mises.com. Sur mises.com, vous allez trouver tout un florilège d'articles écrits par de super auteurs et d'excellents économistes qui traitent soit de l'histoire de la pensée économique, soit de l'histoire de la pensée économique autrichienne, soit de phénomènes d'actualité, d'analyse des phénomènes économiques. Il y a énormément d'articles là-dessus et vous allez vraiment trouver, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, vous allez trouver des articles super sur tous les sujets qui vous intéressent. Il y a aussi énormément de vidéos, ils donnent des séminaires et des cours régulièrement chaque année. Donc là-bas, vous allez avoir de très bons intervenants qui vont traiter de tous les sujets qu'on a vus dans la série de vidéos de Découvre Bitcoin et plein d'autres sujets encore. Par contre, malheureusement, tout ça, c'est en anglais. Si on reste dans le monde anglo-saxon, vous avez aussi l'académie de Saifedean Ammous,
safedin.com qui est payante mais très peu chère. C'est quelque chose comme 100 $ l'année, je crois, et qui vous donne accès à tous ces séminaires où vous pouvez interagir directement avec les invités qui l'invitent à ces podcasts, leur poser des questions directement et directement interagir avec Safedin, qui, à mon sens, est d'un des meilleurs économistes en vie aujourd'hui pour échanger avec lui sur tous ces sujets-là. Encore une fois, malheureusement, c'est en anglais. Je n'ai pas encore réussi à le faire apprendre le français. Vous avez en revanche son livre qui a été traduit en français, qui est un super livre pour faire le pont entre Bitcoin et l'économie autrichienne, qui s'appelle en anglais The Bitcoin Standard et en français L'étalon Bitcoin. Sinon, si on reste un peu plus en France, vous allez avoir quelques personnes comme Yorick de Montbine ou Fergan Aziri par exemple, ou Richard Hamelin aussi, qui assez souvent parlent d'économie autrichienne, qui ont des différentes vidéos sur différentes chaînes YouTube, qui ont aussi écrit à divers endroits. Je vous laisse chercher sur votre moteur de recherche préféré pour trouver ces choses-là. Vous pouvez également visiter du coup l'académie que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'Institut Bitcoin, sur laquelle vous allez trouver des liens vers ces vidéos qu'on est en train de faire, et également vers d'autres formats, que ce soit écrits ou vidéo, qui vont vous permettre d'investiguer ces sujets. Et sinon, vous pouvez aller directement lire la littérature. Alors, pour les livres les plus abordables sur l'économie autrichienne, je vous conseillerais de commencer par un livre qui s'appelle L'école autrichienne de Jesus Huerta de Soto, Huerta avec un H, qui est un auteur espagnol du coup, mais dont la plupart des livres ont été traduits en français. Donc l'école autrichienne, c'est un tout petit livre qui doit faire moins de 150 pages et qui, par le menu, explique finalement l'évolution de la pensée économique autrichienne avec ses différents auteurs, en remettant ça dans le contexte historique dans lequel ils écrivaient, avec quelques éléments biographiques sur leur vie et une explication vulgarisée de la plupart de leurs résultats et de leurs raisonnements. C'est très bien fait et ça fit très bien. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a l'opus majeur de l'école autrichienne, qui est vraiment le traité d'économie dans lequel on va retrouver tous les résultats et toute la pensée autrichienne détaillée, qui est L'action humaine de Ludwig von Mises, Human Action, publié en 1949 originellement. Malheureusement, il est très difficile à trouver en français. Sinon, vous avez aussi un tout petit texte d'Hayek qui est pour moi un des meilleurs articles scientifiques au sens large du XXe siècle, qui s'appelle L'utilisation de la connaissance dans la société, que vous pouvez trouver hyper simplement sur le net juste en tapant de l'utilisation de la connaissance dans la société. Ça fait de mémoire quelque chose comme 6 pages et c'est absolument brillant. Également, vous pouvez écouter son discours de réception du prix Nobel en 1974, qui fera beaucoup écho à ce qu'on a dit dans cet épisode, où effectivement, il explique que la science économique est en train d'aller dans un cul-de-sac parce qu'elle adopte une méthodologie erronée et qu'elle essaye de se donner une allure de sciences dures comme les sciences physiques, ce que lui il appelle du scientisme, au lieu de se donner une méthode adéquate et qui serait adaptée à son objet d'étude et qui donc lui permettrait d'avoir plus la confiance du public qu'elle ne l'a aujourd'hui, parce qu'elle ferait en sorte que les économistes disent moins d'âneries au quotidien. Et sinon, c'est pas vraiment un économiste autrichien, mais je vous conseillerais également de lire Joseph Schumpeter, qui a eu les mêmes maîtres à penser que tous les économistes autrichiens dans lesquels on a parlé dans cette série, qui, à mon sens, apportent énormément à leur raisonnement, qui en plus est un très bon auteur, il écrit vraiment bien. Et de lui, je vous conseillerais de lire plutôt Capitalisme, démocratie, Capitalisme, socialisme et démocratie. Enfin bref, c'est les 3 mots, mais je ne me rappelle plus dans quel ordre. Et si vous êtes un peu plus avancé dans vos recherches et que vous voulez avoir un livre un peu plus économique, vous pouvez aussi lire Théorie de l'évolution économique. Parfois, il est traduit par Théorie du développement économique, qui est un livre fascinant dans lequel il explique comment en fait le capitalisme évolue, tout simplement. Si vous lisez ne serait-ce qu'un tout petit peu de ça et que vous lisez même l'ensemble de tout ça, vous en saurez beaucoup plus long que la plupart des économistes vivants aujourd'hui et vous comprendrez beaucoup mieux et Bitcoin, et la période que l'on vit, et les phénomènes économiques. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être fait, parce que vous verrez que ça vous donnera une bien meilleure compréhension du monde dans lequel on vit aujourd'hui et de tous les phénomènes sociaux qui nous entourent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette série jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait.
Merci beaucoup à Roxy et à Découvre Bitcoin d'avoir pu faire en sorte que cette série soit hébergée, soit montée. C'est un énorme travail qui prend beaucoup de temps et qui, moi, m'a donné l'opportunité de transmettre un peu tout ce que j'avais appris dans mes recherches personnelles et dans mes échanges avec plein de gens très intéressants, dont j'ai cité une grande partie à la fin. Et merci à vous, encore une fois, d'avoir écouté jusqu'au bout et félicitations pour votre curiosité, votre intérêt pour l'économie autrichienne et pour Bitcoin. C'est des sujets qui sont fascinants mais difficiles, donc c'est déjà un énorme effort et quelque chose d'énorme de faire ce que vous faites et de vous intéresser de faire ce que vous faites, pardon, et de vous intéresser à tout ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!